Bismillahirrahmanirrahim. Par la grâce de Dieu, nous reprenons notre intervention, les interventions, et nous allons poursuivre donc avec l'intervention du professeur Tariq Ramadan. Le professeur Tariq Ramadan est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Il est aussi président de European Muslim Network, le réseau des musulmans européens, et il participe à plusieurs commissions auprès du Parlement de Bruxelles, Parlement européen, à Bruxelles en l'occurrence, pour plusieurs questions de réflexion autour des questions liées à l'islam. Et il se penche principalement sur la question de l'islam européen. Il nous parlera aujourd'hui de la mobilisation et de l'engagement citoyen face à la question palestinienne. Je lui cède sans plus tarder la parole. Je vous أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Quand on voit le nombre que vous êtes un samedi après-midi autour d'une réflexion, on a d'abord la compréhension que le cœur y est quand les images sont catastrophiques, et ça c'est un bon signe. Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, et j'en ai parlé hier, mais j'aimerais ne pas être mal compris. Que nous soyons émotivement ou émotionnellement atteints par ce qui est en train de se passer, ça veut dire que notre cœur est avec l'opprimé. Ce qui est le plus important, c'est que nous transformions cette émotion en action. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour faire passer notre réflexion de l'émotion du cœur à la stratégie de l'intelligence, ou à l'intelligence de la stratégie. Mais c'est deux choses. L'intelligence en temps de guerre, c'est une stratégie. Et il faut avoir l'intelligence de la stratégie. De ce point de vue, il faut que nous relevions, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les 4 interventions, en mauvais français, dans les 4 interventions, nous avons eu une première intervention qui a été celle du docteur Yaqub Mahi, qui a mis en évidence le cadre général, passer de l'émotion, et qui nous a mis en évidence qu'il faut passer à la compréhension pour mener l'action. Puis ensuite, un rappel des faits historiques et ce que notre grand frère et journaliste Nabil nous a dit ici, c'est une chose très importante. La cause palestinienne n'est pas soutenue par des coups émotionnels ou par un suivi sporadique. C'est une cause, c'est un combat. Le meilleur soutien aux Palestiniens, c'est de s'informer en permanence et de dénoncer en continu. Et c'est ce qu'il a mis en évidence, en rappelant les dates, les faits. Parce que quand on entend aujourd'hui que les gens nous disent c'est parce que le Hamas, ce qui a été d'ailleurs rappelé également par Michel Collomb et qui est très important, on a eu le rappel de la mémoire et on a eu ensuite un rappel de quand on n'a pas la mémoire des faits, on laisse la porte ouverte au mensonge sur les faits. La manipulation dans l'instant médiatique de faits historiques. Parce que ce n'est pas vrai que la stratégie israélienne n'a été planifiée qu'après la première roquette qui est tombée à la fin de la trêve. Michel Warshawski, qui vit à Jérusalem, vient de sortir un article où il met en évidence la planification. Mais ça, on le savait, c'est comme ceux qui pensent que l'invasion de l'Afghanistan est venue après le 11 septembre. Alors que ceux qui avaient un tout petit peu d'informations, on entendait parler déjà 4 mois avant, 5 mois avant. Ça fait longtemps qu'on pensait à l'intervention. Ensuite, le 11 septembre est le prétexte. La force de celui qui tient le média, c'est de transformer un fait en prétexte et de vous faire penser que le prétexte est la cause. Et vous achetez ça. Et donc, ce qui est important, c'est d'entendre cela, d'entendre que la responsabilité personnelle de vous tous, elle n'est pas dans le nombre.
Je viens de recevoir à l'instant un message qui vient de Paris. Rien qu'à Paris, cet après-midi, 100 000 personnes se sont réunies. 100 000. Ajoutez à cela le nombre de villes qu'il y a, ils étaient, je ne sais pas exactement combien, mais le chiffre a dépassé toutes les attentes également à Lyon, dans différentes villes de France. Il va falloir que la Belgique se réveille. Voilà, c'est ça. La Belgique, c'est doucement, doucement. Je croyais que c'était suisse, mais c'est belge. Vous connaissez nos publicités. La grande force de la Suisse, c'est prudence, prudence, prudence. Et c'est de là que vient notre courage. Bon, bref. Ce qui est important, c'est la responsabilité de chacun en matière d'information, de la compréhension, ce qui a été mis en évidence. Sur les mensonges, les 7, il a pu en dire 6, grands mensonges, c'est vraiment important. Savoir qu'en fait, par exemple, la trêve, elle était conditionnée. Elle était conditionnée par le lever du blocus, mais également une intervention caractérisée, attendue de l'Égypte qui ouvre ses frontières et qu'elle n'a jamais fait. L'Égypte, dans cette affaire, a été un allié objectif de la politique israélienne. Et donc, de ce point de vue, il y a vraiment eu un mensonge caractérisé. Et donc, aujourd'hui, ne rien attendre des gouvernements, et encore moins des gouvernements arabes, ça veut dire, si on n'attend rien d'eux, il faut attendre davantage de nous-mêmes, il faut attendre davantage d'un vrai travail. Et ça a été mis en évidence. L'autre chose qui a été mis en évidence par le Cheikh Toujgani dans son intervention, c'est quelque chose d'important, et j'aimerais bien que vous l'entendiez. Notre frère Yacoub a résumé les faits. Ce qui a été mis en évidence, c'est que la parole religieuse des musulmans doit se traduire comme une parole au nom de l'humanité de l'homme. Insaniyatul insan. Ça, c'est une chose très importante. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de mettre en évidence, de là où il parle comme imam musulman qui dirige la prière, fait les sermons du vendredi, il vous dit attention, que votre parole religieuse ne soit pas une parole islamico-islamique pour les musulmans, rien contre les musulmans, non. C'est une parole qui, parce qu'elle provient d'un message que l'on croit être universel, doit se traduire dans l'universel de l'humain. Alors la force, bien sûr, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, ça c'est notre force, ça c'est notre pilier. Mais ensuite, quand on ouvre la porte, on l'ouvre sur quoi? On l'ouvre sur l'universel de toutes les consciences. Nous avons deux traditions, ou religieuses ou non religieuses, différentes, mais il y a une chose de claire, c'est que dans tout ce qu'il a dit et mis en évidence sur les mensonges, je m'y reconnais. Je reconnais le mensonge pour ce qu'il est, il reconnaîtra notre vérité commune pour ce qu'elle est. Si et seulement si nous savons parler de l'universel, non pas dans la spécificité qui nous isole, mais dans l'universel qui nous ouvre. Ça, c'est notre force. Si et seulement si nous avons compris où était notre force. En d'autres termes, vous, citoyens belges vivant à Bruxelles, résidents, citoyens et vivant ici, de deux choses l'une. Ou vous comprenez que vous êtes la parole de la majorité dans la justice, ou vous pensez comme la parole de la minorité dans la marge. C'est votre choix. Si vous avez pensé que vous étiez dans la marge, c'est que ceux qui font le texte ont gagné. Si vous dites que nous sommes le texte et nous mettrons dans la marge les menteurs, les hypocrites, alors c'est vous qui gagnez. Il faut savoir où vous êtes sur la page, dans le texte de l'histoire ou dans la marge des marginaux. Mais ça, on peut le décider pour vous. On vous met tellement la pression que vous vous isolez, vous vous enfermez, vous avez peur. Et la grande victoire, ce n'est pas le terrain de la guerre des armes, c'est le terrain de la guerre psychologique. Vous faire avoir peur, vous faire avoir une crise d'identité. Je ne sais plus très bien qui je suis, comme je ne sais plus très bien qui je suis, je ne sais plus très bien avec qui je vis, et comme je ne sais plus avec qui je vis et qui je suis, eh ben je me tais. Invisible tu es, invisible tu deviens, et les gens meurent sous tes yeux.
spectateur de ta propre aliénation, spectateur des catastrophes et des massacres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est une force que vous devez relever. Nous sommes la majorité. Notre langage est universel et vous savez, nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons pas d'agenda secret, de prise de pouvoir, parce que notre but, ce n'est pas le pouvoir, c'est la justice, c'est plus que la justice, c'est la paix et le pardon. C'est même plus que simplement. Vous savez, n'oubliez jamais le symbole de notre référence religieuse, mais dans laquelle tous les êtres humains se reconnaîtront, tous les êtres de cœur et de conscience se reconnaîtront. Quand vous êtes dans l'oppression, vous vous levez et vous marchez droit. Comme le prophète ﷺ est sorti de la Mecque oppressé et opprimé, il sort droit. Et quand il revient vainqueur, il se prosterne sur son cheval en disant « J'ai vaincu par une force qui était plus forte que la mienne. Vous êtes libre. » Il revient gagnant, prosterné, il leur dit « Vous êtes libre. » Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il va briser les idoles de l'aliénation des consciences. Il les libère deux fois, du joug, du pouvoir et des illusions, des idoles. L'argent. Tout ça, ce sont les idoles de l'époque contemporaine. Il les libère deux fois. Mais pour qu'ils aient la dignité de la liberté spirituelle, il faut qu'ils aient la liberté politique et sociale. Vous êtes libre. Et maintenant, on va vous libérer. On vous a libéré physiquement, il faut aller à la libération spirituelle. Ça, c'est ce que nous croyons. Mais là où nous sommes tous d'accord, c'est que ce qui est imposé à nos consciences, c'est la liberté physique, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de parole, c'est la liberté de la dignité. Ce que disait le cher Touchgani, nous avons donner une dignité de la noblesse à l'être humain, quel qu'il soit. Et quand le prophète, au moment où il fait face à des trahisons, à des mensonges, à des gens qui le trahissent, et puis qu'il voit une procession, il se lève, on lui dit, mais au prophète, c'est un juif. Et lui, il leur dit, mais n'est-ce pas une âme humaine? Vous auriez oublié, au nom de l'opposition à l'injustice, que vous devez vous lever pour la dignité de l'homme? Même s'il est juif, même si lui, juif, partage avec certains de vos ennemis la religion, il est un être humain et on défend la dignité de l'être humain et on ne confond pas l'être humain avec l'injustice de certains. Vous voyez ça? Allez n'importe où sur la surface de la terre, dites-le comme je le dis là, trouvez-moi une personne qui vous dit « mais vous êtes malade, vous ?» Non, ils se reconnaissent parce que ce discours, il est universel. Ce discours-là, il est de la dignité des hommes. Et vous savez, il est enraciné dans notre tradition, dans la tradition chrétienne, dans la tradition humaniste, dans la tradition des Lumières, quand elle est bien comprise, dans la tradition juive. Tous nous partageons cela, si seulement nous savons revenir à cela. Pas une espèce de discours superficiel, de ne tombez pas dans la confrontation, ne tombez pas dans la polarisation. Soyez plus forts que ça et soyez des constructeurs de ponts là où il y en a qui les font sauter. Et là où ils les font sauter, d'abord, c'est dans vos têtes. Ils vous font sauter les ponts dans votre tête, de regarder l'autre et de dire « en quoi je ne lui ressemble pas ?» Mais qu'avez-vous compris des traditions religieuses et de l'islam en particulier si la première chose que vous regardez dans un être humain, c'est de dire « en quoi je ne lui ressemble pas ?» Non, c'est en quoi nous avons cette dignité commune. Et ensuite, nous avons nos différences. C'est un regard qu'il faut changer. La foi, la conviction commence par la conversion du regard, une nouvelle façon de regarder les choses. Et dans la situation qui nous occupe en Palestine, il faut changer notre vision, surtout pas avoir le regard de ceux qui sont de la défaite, mais le regard de ceux qui sont dans l'espérance, comme il a été dit, mais dans la conviction que c'est loin d'être perdu, puisque ce sera gagné. Vous me suivez? Ce sera gagné. Mais simplement, il faut s'y mettre, il faut se mettre au travail. Alors très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que la parole doit vous être donnée, très rapidement, il faut une compréhension, il faut un discours et il faut une stratégie. La compréhension, vous l'avez entendu aujourd'hui, 3 axes. La première des choses dans la compréhension, c'est vraiment, chacun d'entre vous, ne soyez pas des amateurs de la cause palestinienne.
Les amateurs de la cause palestinienne, c'est ceux, on appuie sur le bouton, ça réagit dans le cœur, ils donnent 10 € puis ils disparaissent. Ça, c'est des émotifs, c'est des amateurs, c'est des gens qui sont sporadiquement pros. Et ceux-là, ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce que autant leurs émotions, parfois peut être pour, parfois on peut les retourner comme des crêpes. On fait ce qu'on veut de vos émotions si vous ne savez pas maîtriser vos émotions. Ce qu'on veut. On vous fera réagir au moment où on veut. Et donc, de ce point de vue-là, la démarche, c'est la maîtrise de son émotion. Comment ? Par un vrai travail de connaissance. S'il vous plaît, remettez-vous à la lecture. Remettez-vous à aller sur les informations alternatives. Moi, je reçois la newsletter. On a des sites Internet. Moi, j'arrête pas. On produit, on écrit, on reçoit de l'information, on la distribue. Allez lire, prenez des livres. Informez-vous. Votre djihad, à vous, c'est un djihad intellectuel. C'est le djihad du savoir. C'est le djihad de l'information et de la compréhension. Toi, tu n'as pas d'arme. Ton arme, c'est ton esprit. C'est ta présence. C'est ça, ton arme. C'est de dénoncer. C'est de se lever, mais pas dénoncer simplement en disant « Ah, quel crapule. Ah, qu'est-ce que tu as dit quand tu as dit que c'était des crapules ?» Tu as juste dit que c'était des crapules. Toi, tu es un passif et en face, tu as des crapules. Et quand il y a des crapules et un passif, c'est les crapules qui gagnent. Toujours. Ce qu'il faut, c'est des êtres qui se réconcilient avec le savoir, l'information, la connaissance, ce qui s'est passé, les dates. Ne me dites pas, vous savez, quand je vais en Afrique noire, quand je vais dans certains villages d'Afrique du Nord, quand je vais en Amérique du Sud et que je vois des jeunes qui n'ont pas l'accès à la connaissance, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des livres et qui ne peuvent pas savoir parce que les sources du savoir ne sont pas là, quand je reviens en Belgique, je dis, vous avez amplement les moyens du minimum de connaissance et de liberté. Mais ça dépend de vous. Mais vous avez le choix. Soit vous êtes dans le soutien sporadique, puis entre deux, il y a un match de football, un film, beaucoup de divertissement et un tout petit peu de compréhension, ou alors c'est le contraire. Mais c'est un choix. Donc là, il y a une première des choses, c'est cette compréhension-là, qu'on a affaire aussi à un conflit, comme il a été dit, qui est humain. Donc, sur la question de l'histoire, sur la question du pouvoir, de la géostratégie. Deuxième des choses, c'est ce qui a été également mis en évidence dans la compréhension, c'est est-ce qu'il s'agit d'une question politique ou d'une question religieuse? Attention, ne tombez pas dans ceux qui en font une question religieuse pour la transformer en question de civilisation. La question de la civilisation, c'est de dire, en fait, finalement, Israël, c'est l'Occident qui résiste à qui? À l'islam et à l'autre civilisation. Le discours est tenu par l'administration Bush tenait ce discours et il faut quand même savoir une chose, vous êtes dans la majorité, pourquoi? Le seul pays du monde qui était pro-McCain dans sa majorité, c'est Israël. Les seuls qui n'étaient pas contents que ce soit Obama, c'est encore Israël. Malgré tout ce qu'il a dit, parce qu'il a dit des choses quand même, il est allé très loin, Obama, dans le soutien d'Israël. Et malgré ceci, ils avaient une crainte. Ils étaient pro-administration Bush et de notre côté également contre Obama. Donc, de ce point de vue-là, il y a un discours à ce niveau-là qui maintient quoi? Qui maintient la polarisation et nous sommes sur Israël, c'est notre frontière avancée, c'est notre avant-garde de résistance à l'autre civilisation, à l'autre, à celui qui n'est pas nous. Et donc, il y a derrière le local israélo-palestinien, il y a le global discours des civilisations. Et nous, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans, surtout en ne transformant pas cela en discours religieux. Mais attention, ça n'est pas un conflit religieux, mais il a une dimension religieuse. Et la dimension religieuse, il ne faut pas la nier, mais ce qu'il faut, c'est quel est votre discours religieux sur cette question politique. Et là, vous avez entendu quelque chose qui était très intéressant, c'est un discours religieux qui vous dit revenons à l'universalité de l'humain dans la justice, dans la dignité. Donc, du religieux, il transforme un discours universaliste qui dit voilà nos positions. Ce qu'on attend des musulmans aujourd'hui, c'est pas qu'ils nient qu'il n'y a pas d'islam là-dedans. Quand vous avez un verset comme celui-ci, que vous regardez le monde musulman, bien sûr qu'il y a une dimension religieuse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que dit votre appartenance religieuse et vos principes religieux par rapport à ce conflit-là? Est-ce que vous allez tout islamiser et puis que finalement vous en faites une guerre des religions? Ou est-ce qu'au contraire, au nom de vos principes, à partir de vos spécificités, vous en arrivez à de l'universel? Et c'est cela qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'il faut cela? D'abord parce que c'est ça l'islam,
mais surtout également parce que nous sommes avec des êtres humains qui sont nos concitoyens et qui ne vont pas s'engager pour quelque chose qui est une lutte islamico-islamique. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est la justice. Est-ce qu'on est d'accord sur les éléments de justice? Oui. Donc, il faut de ce point de vue-là qu'on se mette d'accord sur des principes fondateurs. Alors, moi, je voudrais juste en mettre très rapidement. Non, il faut que tu me donnes 3 minutes encore. Ou 4. Non, sérieusement, parce que... Non, mais parce que ce que j'ai fait, c'est j'ai résumé ce que disaient les autres au départ, donc ne compte pas ça dans mon temps. J'ai mal traduit, en fait. Non, j'ai juste rappelé. Bon, bref. Très rapidement, 6 principes sur lesquels on peut se mettre d'accord. Premier principe, mais ça c'est aussi important, d'avoir un discours politique clair. De là où je suis comme musulman, j'ai aucun problème à articuler ça. 1, il y a un oppresseur et il y a des opprimés. Et l'oppresseur ici, c'est Israël, et les opprimés, c'est les Palestiniens. Ça, c'est un principe sur lequel vous allez trouver énormément d'accords majoritaires. Deuxième élément, la résistance palestinienne est légitime. Il faut le dire, ça, comme un principe. N'acceptez jamais qu'on criminalise l'affaire palestinienne ou la résistance palestinienne. Pourquoi est-ce que je dis un oppresseur et un opprimé? Pour dire quelque chose de très important. C'est que ça n'est pas une question humanitaire. Ne transformez pas les Palestiniens en pauvres bougres pour lesquels il faudrait... Oui, il faut de l'humanitaire, mais la question, elle est d'abord une oppression et des opprimés. 1. 2, donc colonisation, colonisée. 2, la résistance est légitime. 3, le droit des Palestiniens à l'autonomie, à l'indépendance et à un État. Je le dis comme ça, en sachant que dans cette salle, certains vont partir vers 2 États, d'autres vers un État. Moi, je suis depuis longtemps pour l'idée qu'il faut un seul État et que cet État doit avoir égalité dans la citoyenneté pour tous, que les Juifs, les chrétiens, les musulmans et tous les autres doivent trouver leur place, mais on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais ce sur quoi on est d'accord, c'est leur droit légitime à un État, à un État et à l'autonomie de ce point de vue-là. Quatrième des principes, toute cette démarche-là, elle refuse sous n'importe et avec n'importe quelle condition toute tentation raciste. Ça veut dire que le racisme anti-arabe, le racisme anti-juif, le racisme anti-musulman, c'est non à égalité, mais c'est un principe. C'est-à-dire que notre action, elle n'est pas contre les juifs, elle est contre un État et une politique d'État. C'est la politique de l'État d'Israël que l'on critique. Ça n'est pas de l'antisémitisme. Mais ça, c'est un principe fondateur. Ça veut dire qu'entre musulmans, on est clair, l'antisémitisme est anti-islamique. Mais ça, il faut le dire. Parce que ce n'est pas acquis non plus dans la conscience de certains. 4e principe. 5e principe, c'est l'égalité des droits et l'égalité en dignité. Ce n'est pas une vie israélienne vaut 400 vies palestiniennes. C'est l'égalité de la dignité et l'égalité des droits comme 5e principe. Et le 6e principe, c'est une chose qu'il faut mettre en évidence, c'est le droit au retour. Parce que ce qu'a dit Michel est très important. On ne sort pas les gens de leur maison et on les met dans une niche en se demandant ensuite, nous on aimerait quand même être tranquille dans la maison, il faudrait arrêter de faire du bruit dans la niche. Parce que la réalité c'est celle-ci, arrêtez quand même de lancer depuis la niche des choses qui perturberaient la tranquillité de notre demeure, après vous en avoir chassé. Donc de ce point de vue-là, c'est un 6e principe qui est important. Ces principes, il faut, de ce point de vue-là, qu'elles soient les éléments d'une plateforme. Alors, je vais vers ma conclusion parce que je n'ai pas de temps, j'ai pris trop de temps au départ. À partir de ceci, il faut construire un discours. Ce discours-là, il doit être extrêmement clair sur les principes. Mais comprenez-moi bien, il ne faut pas confondre les principes sur lesquels on se base, les causes que l'on peut comprendre du conflit, les moyens qu'on utilise et les solutions que l'on veut. Le problème du discours des pro-palestiniens, même dans les coordinations, c'est qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. On se bat sur on se dispute sur des solutions, on n'est pas d'accord sur les moyens, on confond les causes avec les principes. Non, il faut clarifier. Il y a des principes, les 6 que je viens de rappeler là. Voilà nos principes. Maintenant, on va vers des solutions. On peut ne pas être d'accord sur les solutions, mais on est d'accord sur les principes. Nous, notre base de travail, localement, nationalement, internationalement, c'est ces principes, on les a en commun. Maintenant, les solutions, on n'a peut-être pas les mêmes visions. 2 États, un État, comment on va faire, les modèles, on n'a peut-être pas les mêmes, mais on se met d'accord sur les... Ensuite, avec les principes, il y a les moyens.
Et là aussi, on peut ne pas être d'accord avec les moyens. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut être extrêmement clair, là aussi comme un principe, la condamnation de l'atteinte caractérisée des civils innocents d'une partie comme de l'autre. Pour moi, c'est un principe, ça. Mais je pense qu'il y en a certains qui disent, oui, non, mais il faut faire attention. Ça, c'est une discussion qui est politique. Donc, on se met d'accord sur les principes, on peut diverger sur les moyens, on peut ne pas être d'accord sur l'analyse des causes, oui, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur les causes qu'il faut diverger sur les principes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous n'êtes pas clair, tout ça se mélange. Donc, on a des principes. Et ça m'amène à ma conclusion, c'est que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il faut développer. Vous savez, en France, pourquoi ils ont réussi ça? Ils ont une coordination nationale et un collectif qui est aujourd'hui en train de réunir et de fédérer, en tout cas d'établir une synergie. Il faut qu'on prenne ça, il nous faut maintenant. Alors écoutez-moi bien, parce que ça, c'est une idée pour laquelle je vais me battre maintenant partout. Je reviens du Canada, j'en ai parlé à nos partenaires en France, je vous en parle ici. Un mouvement global et international, alors comprenez-moi bien, de résistance non violente à la politique extrémiste et violente de l'État d'Israël. Et comprenez-moi bien, un mouvement de résistance non violente, c'est nous. Non mais pourquoi vous applaudissez? Attendez, on n'a rien fait encore. Pas parce qu'on a dit les mots qu'on a fait quelque chose. Là, pour l'instant, on est en train de s'écouter. Le frère, il n'arrête pas de me faire pression. Je termine là-dessus. Ce que j'aimerais, c'est effectivement que dans toutes les villes de Belgique, d'un point de vue local, il y a un vrai travail sur 3 axes. Information, de maintenir la conscience, façonner une conscience du projet, et 2, un vrai discours politique auprès des acteurs locaux. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre position? Comment vous vous situez? Ça peut aller jusqu'à établir des perspectives de boycott. Choisir 1, 2, 3 produits dans tout le pays, boycott. On boycotte ces produits-là, c'est-à-dire qu'on travaille localement, on commence à constituer une coordination nationale, et cette coordination nationale belge, cette plateforme, elle est en relation avec la française, avec l'anglaise. En Angleterre, c'est une vaste manifestation qui s'est préparée également aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres, mais il paraît que c'était énorme. Et donc, on peut le faire de façon internationale, au Canada, aux États-Unis. Un mouvement global, international, de résistance non violente. On va le prendre à notre compte, ce mot. On est des non-violents. Les violents, ce n'est pas nous. La résistance, là-bas, elle est légitime par les moyens qu'ils ont. Mais notre résistance à nous, elle sera non violente, elle sera raisonnable, elle sera déterminée, elle sera citoyenne, elle sera transversale. Ce n'est pas les petits musulmans dans la marge, c'est toutes les femmes et les hommes de conscience et de bonne volonté debout. On pardonnera quand justice sera faite, mais on va résister tant que vous êtes injustes, tant que vous êtes des menteurs, tant que vous êtes des hypocrites, tant que vous manipulez les médias, tant que vous allez de mensonge en mensonge. Nous serons des résistants déterminés, et un jour, on vous le promet, on saura être des pardonneurs, parce qu'on nous l'a enseigné ça. On sait en situation de victoire pardonner, mais jamais dans la défaite, on ne se compromet. Jamais dans la défaite, on ne se compromet. Ça, ce message-là, je peux vous le dire, vous allez partout, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les athées, chez les agnostiques, partout, il est entendu. Mais il faut savoir le dire. Et pour pouvoir le dire, il faut l'apprendre. Et pour l'apprendre, il faut s'y mettre, chacun personnellement. Que Dieu nous aide. Salam alaikum.